Bonsoir très chers internautes, bienvenue dans cette page Président Bandakani officiel. On a coutume de dire que l'Amérique est un grand continent où règne le développement, où les populations sont à l'abri des besoins fondamentaux, où il ne manque ni eau, ni nourriture, ni électricité. Mais le dire, c'est ignorer qu'en Amérique, il y a un sous-continent appelé la sous-Amérique, dont l'histoire retrace la tragédie d'un continent fracturé. Oui, ce continent, c'est l'Amérique latine. C'est une région minée par plusieurs maux, dont la drogue, les meurtres, la pauvreté extrême, les taux de chômage élevés, et j'en passe. Mais d'où viennent tous ces maux et comment y mettre un terme? Pour comprendre l'histoire de l'Amérique latine, nous avons préféré nous attarder sur l'un des pays qui le constitue, le Venezuela, pays situé au nord de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et la Colombie, la Guyane et la mer caribéenne, autrefois colonisé par les conquistadors venus d'Espagne. Le Venezuela, encore appelé Petite Venise, est peuplé par les Indiens, mais surtout par les Caraïbes qui résisteront aux conquistadors jusqu'à la fin du XVIe siècle. Entre 1911 et 1921, le Venezuela mènera sa lutte de l'indépendance, avec en tête de la révolution le très célèbre Simón Bolívar, qui lui seul libérera 5 pays de l'Amérique latine. Son rêve était de bâtir les États-Unis d'Amérique latine. Mais le premier président qui prendra la tête du Venezuela le 13 janvier 1830 sera Antonio Páez. Comme cette figure, plusieurs figures charismatiques ont dirigé le Venezuela, à l'instar de Hugo Chávez, qui fut assassiné en 2013 et dont le procès n'a jamais élucidé les raisons de son assassinat. Celui-ci était qualifié comme ennemi des États-Unis à cause de ses positions publiques qui qualifiaient les États-Unis de diable. Hier, le diable était ici. Cet endroit sent encore le soufre. Hier, mesdames et messieurs, à cette même tribune, Monsieur le Président des États-Unis, celui que j'appelle le diable, est venu, s'exprimant comme le propriétaire du monde. Il veut la paix, mais que se passe-t-il en Irak? Que se passe-t-il au Liban et en Palestine? Que s'est-il passé ces 100 dernières années en Amérique latine? Après Hugo Chávez, nous avons connu Nicolás Maduro, qui est d'ailleurs l'actuel président du Venezuela et dont la tête est mise à prix par les États-Unis sous le leadership de Donald Trump, à hauteur de 50 millions de dollars à quiconque livrera Maduro, mort ou vivant, aux États-Unis. Tout ceci aux yeux et au su de la communauté internationale autoproclamée et de l'ONU. L'histoire du Venezuela, hélas, ressemble à celle des pays africains qui ont vécu dans leur chair l'esclavagisme, l'apartheid, le colonialisme et bien d'autres mots encore. Aujourd'hui encore, il est un pays qu'on veut décapiter par tous les moyens. Mais pourquoi? La tectonique géopolitique de ce jour est intitulée Le Venezuela de Nicolás Maduro, sous haute tension. Et pour comprendre toute l'actualité géopolitique autour du Venezuela, nous sommes venus à la rencontre de cet autre révolutionnaire, néo-panafricaniste du XXIe siècle. Celui-là qui s'identifie fièrement au père fondateur des mouvements de libération nationale à travers le monde entier. Il se nomme président Bandakani et il est encore là ce soir pour décortiquer l'actualité autour du Venezuela. Merci, bienvenue Monsieur le Président Bandakani. C'est un honneur, une fois de plus, de vous recevoir. Et bien évidemment, nous sommes dans votre nouvelle chaîne, Président Bandakani officiel. Merci de nous accorder cette autre interview consacrée au Venezuela. Bonjour, merci. Je salue du moins
j'ai été impressionné par la perspective que vous avez dessinée, qui certainement va féconder notre émission. C'est une très bonne chose de perspectiver globalement notre dynamique. Parce que tout à l'heure, quand je vous ai écouté, vous avez parlé de néo-panafricanisme. C'est un terme qui dérange, qui est problématique, mais bon, on l'assume. D'autant plus que si nous sommes des panafricanistes, nous faisons le panafricanisme dans les conditions du XXIe siècle. C'est évident. Bien évidemment, monsieur. Et de ce point de vue, et à partir de cette réalité, le panafricanisme du XXIe siècle s'enracine, puise sa source, sa sève, dans les combats fondateurs qui l'ont constitué comme étant une pensée, une idéologie, une démarche stratégique visant, dans un premier temps, la libération du peuple noir, des Africains, du joug impérialiste, une fois l'esclavage vaincu. Maintenant, au XXIe siècle, on comprend que pour parachever ce combat et réussir totalement l'œuvre que nous ont léguée les pères fondateurs, il est évident qu'il va falloir conjuguer les enjeux africains avec les enjeux globaux et en particulier la libération de l'espèce humaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut intégrer dans le combat panafricaniste ce qui n'était pas valable hier, à savoir un éclatement de l'Occident, une sissiparition de l'Occident qu'il faut intégrer. Et cette sissiparité de l'Occident rend encore plus actuel ce qui fait la particularité du panafricanisme au XXIe siècle, à savoir, il n'est pas possible de libérer l'Africain sans libérer l'espèce humaine. Donc c'est en cela peut-être que je comprends le vocable néo, sinon j'aurais été très mal à l'aise avec ça. Donc je salue ça, je salue votre co-intervieweur, le roi Pec, je salue les techniciens, nos internautes, nos abonnés apprécieront le changement de décor. Mais il signifie simplement un effort maintenu pour les satisfaire. Et essayer d'allier la rigueur de la lutte avec l'esthétique, la beauté des couleurs, le changement de décor, etc. On fait ce qu'on peut. Mais le but, c'est de faire mieux pour concilier ça, concilier la rigueur, peut-être la froideur du combat, mais avec la gaieté, parce qu'un Africain qui n'est pas gai, qui n'est pas heureux, ça poserait un peu problème. Même dans la lutte, nous sommes heureux, même dans les difficultés, nous sommes heureux. Donc je salue les internautes, je salue nos abonnés. Et je suis très heureux d'être en face d'eux, dans le cadre que vous avez dessiné. Merci, Monsieur le Président. Vous l'avez présenté avant moi, il est Pec le roi, il est dans son 31 pour ce jour parce qu'il estime que le sujet du Venezuela est un sujet à prendre avec une grande hauteur. Elle passionne beaucoup. Merci Madame Yepmo, très brillante introduction. Monsieur le Président, nous sommes très ravis d'être avec vous. Et je vous adresse mes civilités. Monsieur le Président, bonsoir. Je vous en prie. Bonsoir, mon cher Pec. Monsieur le Président, de plein fouet, nous entrons dans le vif du sujet. Vous l'avez bien dit. Ce sujet m'a beaucoup passionné, nous a beaucoup passionné. Et dans la recherche, quand on faisait des excavations dans le sujet du Venezuela, dans l'histoire du Venezuela, beaucoup de faits mériteraient toute une émission entière. Monsieur le Président, le Venezuela a une histoire riche. Il est un pays dans un continent riche, dans un continent qui a une histoire très similaire à celle des pays africains et à celle des mouvements de décolonisation de manière globale dans le monde. Monsieur le Président, dans notre fouille, nous avons été marqués par un fait majeur sur lequel, avant d'entendre le vif du sujet, nous aimerions que vous donniez votre analyse. Monsieur le Président, les conquistadors espagnols, quand ils arrivent au Venezuela, ils décident de le coloniser et ils appliquent une politique d'hierarchisation des êtres humains. Ils classent comme suit
la hiérarchisation sociale et l'apartheid historique et sociologique. Au sommet, il y avait des Blancs. Ensuite, il y avait les Créoles. Les Créoles, ce sont les Vénézuéliens, les Espagnols qui sont nés sur la terre locale, c'est-à-dire dans les pays colonisés. Les mulâtres, qui sont des mixtures. Les indigènes. Et enfin, au pied de la pyramide, les esclaves venus d'Afrique. Monsieur le Président, pourquoi appeler un peuple sur sa terre indigène? Mais c'est la caractéristique fondamentale de la colonisation, de l'entreprise coloniale. L'entreprise coloniale est un monstre biface. C'est un monstre biface. Il y a la phase de la prédation à l'état brut, à savoir que on va chercher ce qu'on n'a pas chez soi. C'est-à-dire, l'Europe industrielle naissante crée un problème. Le problème de l'accès aux matières premières pour porter l'industrie naissante. Ça, c'est le fondement matériel de l'entreprise coloniale. Mais il y a derrière aussi le prestige, la volonté de prestige fou des rois et des familles qui portent le projet colonial. Et ce projet fou, ce délire, je dis bien ce délire, va rapidement se confondre avec le racisme. C'est-à-dire l'idée de la supériorité de la race blanche sur le reste des races. Donc, le colon, c'est un suprémaciste, de manière fondamentale, c'est un suprémaciste. Il n'y a pas de colon, au départ, sans l'idée suprémaciste, qui, je le répète, est l'idée de la supériorité de la race blanche sur les autres races. Donc, c'est pour ça que l'entreprise coloniale est incapable d'assumer la vulgarité de son essence, à savoir le vol, la prédation, la rapine, le pillage. C'est trop vulgaire. C'est trop vulgaire. Donc il faut masquer ça, il faut habiller ça. Il faut habiller ça avec la nécessité d'aller civiliser les sauvages, d'aller rendre humain ce qui n'est pas humain, par décret de l'Occident. Aussi simple que ça, il n'y a pas autre chose. Donc, du coup, les peuples qu'on rencontrait, au niveau local, étaient automatiquement déshumanisés. Ils n'étaient pas des humains. Mais puisqu'on vient voler, on vient piller. Celui qui arrive, c'est lui qui n'est pas humain. Parce qu'il est travaillé de manière violente. Il est possédé par un démon qui est très puissant, le démon de la rapine, le démon du vol, le démon du pillage. Parce que, comme je vous ai dit, l'industrialisation naissante ne peut pas survivre sans les matières premières et, si vous voulez, sans les débouchés. Donc, ce démon de la cupidité, il est déjà là tout puissant. Ce démon qui naît de la nécessité absolue de disposer des matières premières, travaille puissamment, travaille énormément le colon. Qu'il soit peu importe le visage qu'il revêt, qu'il ait des soutanes ou un aspect religieux, qu'il soit le colon à l'état brut, etc. Tous sont travaillés par ce démon-là et ça les transforme. Ça les transforme et les peuples, les peuples locaux vont donc subir cette dérive, ce délire, et ça a pris la forme des processus d'indigénisation, de transformation des personnes qui ont toute leur dignité, des peuples locaux qui n'ont rien à envier aux Occidentaux, etc. Il faut les transformer en indigènes. Donc c'est ça qui est le conflit fondamental de la colonisation. Ça a pris les formes au concert, ça va déboucher sur des massacres, ça va déboucher... Aimé Césaire, il décrit ça très bien dans son discours sur le colonialisme. Des arts de vivre sont saccagés, des civilisations les plus développées sont détruites, etc. Il décrit ça très bien.
Donc c'est une sauvagerie à nul autre pareil. Évidemment que ceux qui l'ont perpétré n'étaient que des sauvages. C'était des sauvages qui masquaient leur sauvagerie en aventure civilisatrice. Donc ça, c'est la raison fondamentale. On a vu ça en Amérique latine, mais on a vu ça partout dans le monde. Là où Cheikh Anta Diop dit l'impérialiste, tel le chasseur de l'histoire, avant d'avaler sa proie, le tue d'abord culturellement. C'est ce qu'il dit, il le tue culturellement. La tuerie culturelle, n'entendez pas seulement ça au sens, n'entendez pas le mot culture au premier degré. La tuerie culturelle est une condition de la déshumanisation. C'est-à-dire, pour déshumaniser quelqu'un, on le tue de manière culturelle. Parce que la culture, les œuvres culturelles sont le témoignage le plus vivant qu'en réalité c'est un être humain qui est là. On ne peut pas dire que ce n'est pas un être humain. Donc, on le tue culturellement, n'est-ce pas, avant de l'avaler. Il décrit ça très bien. Donc, le meurtre culturel, le meurtre humain se confond avec l'entreprise coloniale. Et on ne doit pas surpris par la rapidité avec laquelle on a transformé les êtres humains en indigènes. Monsieur le Président, permettez-moi de rebondir sur cette autre citation qui se retrouve dans le livre Karl Marx, le Capital, qui décrit exactement ce que vous êtes en train de dire. Il parle de la tragédie de l'Amérique en décrivant dans ces termes, permettez-moi de citer, la découverte des gisements d'or et d'argent en Amérique, la croisade d'extermination, d'esclavagisme et d'ensevelissement dans les mines de la population aborigène, le commencement de la conquête et le pillage des Indes orientales, la transformation du continent africain en terrain de chasse d'esclaves noirs sont autant de faits qui annoncent l'ère de production capitaliste. Ces processus idylliques représentent autant de facteurs fondamentaux dans le mouvement de l'accumulation originaire. Je pense qu'il décrit très bien le capitalisme dans son fondement. Il est important, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, d'élargir un peu, c'est-à-dire, nous voulons comprendre, c'est à cause de cette accumulation du capital qu'on nie les êtres humains à ce tel niveau de mépris, c'est-à-dire de mépris de l'espèce humaine. Oui, bon, Marx, dans une approche matérialiste, marxiste de l'histoire, a insisté dans l'œuvre éponyme sur ce qu'il appelle l'accumulation primitive du capital. C'est toute une sauvagerie, c'est la prédation, c'est le vol, c'est le pillage, etc. Ce Marx appelle la colonisation, etc., l'esclavage comme étant participant de l'accumulation primitive du capital. C'est fondateur d'après Marx, c'est fondateur du capitalisme. Donc, il n'y a pas de révolution industrielle sans cette vérité. Parce que la révolution industrielle est la fille de l'esclavage. La fille de l'esclavage. L'esclavage, c'est du pillage. C'est de la prédation, c'est la négation de l'humain. C'est la négation de l'humain transformé en bête de somme, privé de tout droit. Bref, c'est un mot, on a tué l'humain avec l'esclavage. Déporter les gens pour aller enrichir les esclavagistes dans les plantations d'Amérique, etc. Ça a permis à l'Europe, à l'Amérique, d'accumuler le capital de manière primitive. Mais, au-delà de Karl Marx, au-delà de son principe, l'accumulation du capital de manière primitive a été précédée par une autre entreprise terrible, à savoir la falsification de l'histoire, pour faire comme si l'histoire commençait avec l'arrivée du blanc, avec l'émergence de la Grèce, de Rome. Alors, le problème que le marxisme a avec l'ère LAIE, c'est-à-dire que LAIRE, l'ère civilisationnelle africaine, c'est parce que justement, on n'a pas beaucoup insisté sur l'œuvre de falsification de l'histoire, qui a fait croire que l'histoire de l'humanité commence avec l'histoire antique de l'Occident, ce qui a permis de tuer, d'anéantir la vérité historique sur l'antériorité des civilisations africaines, négro-africaines, et le fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il ne faut pas seulement dire ce principe, ça a des conséquences. Nous avons initié, n'est-ce pas, tout le peuple de la Terre ont été initiés à l'humanité et à la civilisation humaine par l'Afrique.
Donc, l'Europe n'a pas inventé la science, elle n'a pas inventé l'histoire, elle n'a pas inventé tout ce qui fait la fierté de l'Occident aujourd'hui. C'est important de rappeler ça. Donc, cette falsification de l'histoire est le crime des crimes. Parce qu'à partir de là, étaient jetées les bases du racisme, de la négation de l'humanité de l'homme noir et de l'effacement de la vérité historique sur tout ce qui a été avant l'avènement de l'Occident sur la scène historique. Et à partir de là, vous voyez, on a amputé la mémoire humaine de ce qu'il avait d'essentiel. La vérité sur ses origines, son origine, la manière dont elle se constitue comme étant l'humanité. Donc, Marx n'insiste pas là beaucoup là-dessus, et c'est ça fait que le marxisme n'est pas, on dit ça, n'est pas très outillé pour analyser, n'est-ce pas, le phénomène africain, mais surtout les conséquences de la falsification de l'histoire sur la suite des événements qui vont constituer le monde tel que nous le vivons aujourd'hui. Donc, on ne comprend pas ce qui se passe au Venezuela et dans toute l'Amérique latine si on n'a pas souvenir, on n'a pas conscience de ce fait-là, le crime des crimes qui a été de falsifier l'histoire. C'est comme si vous êtes comme un enfant qui n'a pas de maman, il n'a pas de père. Ça dit que c'est grave. Un enfant qui n'a pas de parents, c'est grave. Donc on a fait croire à l'humanité. Donc l'humanité, en niant le rôle de l'Afrique, berceau de l'humanité, dans l'avènement de l'humanité civilisée, c'est comme si l'humanité n'avait ni père ni mère. Et à partir de là, toutes les tragédies sont possibles. Toutes les falsifications, les crimes psychologiques, mentaux, moraux, etc. Je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui l'humanité est en déperdition morale. L'une des raisons de la déperdition morale de l'humanité, la déperdition spirituelle de l'humanité, puise ses racines là-bas. C'est ça. Donc le crime a commencé là. Et quand on a bien situé ça, on va aborder profondément les questions, la question de l'Amérique latine et du Venezuela. C'est important parce que il faut inscrire cette émission dans une approche panafricaniste, la nôtre, qui est claire. C'est-à-dire que le monde, c'est-à-dire le processus colonial, la colonialité, qui a coïncidé avec l'émergence de l'Occident, si on prend pour référence la révolution industrielle, et qui va jeter l'humanité dans l'ère de domination occidentale. D'un côté, jusqu'à présent, on a parlé de pays colonisés, nations colonisées, nations opprimées. Ça reste d'une brûlante actualité, c'est pour ça qu'on parle du Venezuela. Mais cette actualité, on ne la comprend pas si on n'intègre pas dans la lecture des hommes un élément essentiel à savoir, c'est le monde des hommes qui est colonisé. La colonialité est globale. C'est très important. La colonialité est globale et cette globalité de la colonialité introduit une dimension nouvelle. Et ça prend tout son sens avec le monde néo-panafricaniste que vous avez introduit au début de notre émission. Parce que la globalité de la colonisation signifie que même l'Occident désormais est une colonie. Et c'est un retournement, c'est-à-dire extraordinaire, que les gens, que souvent la conception classique de la colonialité a souvent fait croire, nous a habitués à dire que c'est l'Occident contre le reste du monde. Oui, ça a du sens, c'est vrai, ça reste actuel, mais il faut ajouter cette dimension qui est très importante dans la nouvelle analyse. Le monde désormais est une colonie et l'Occident elle-même est désormais une colonie dans les mains des puissances financières qui sont le stade suprême de la colonisation, qui sont l'évolution aboutie des forces coloniales. Très important. Elles ont été esclavagistes et elles ont été industrielles. Après, elles se sont internationalisées. C'est ce qu'on a appelé la phase de l'internationalisation de l'économie. Après, la phase de l'intégration économique, après la mondialisation, la globalisation. Et maintenant, l'extrême financiarisation de la vie mondiale qui se traduit par cette colonisation du monde
à travers la finance, à travers les familles qui contrôlent jusqu'à présent la production, l'économie monétaire du monde, et tout ce qui va avec leur éthique de la vie, leur conception de la civilisation, etc. On a regroupé ça dans le concept de mondialisme, mais c'est plus profond que ça. Parce que là, ça débouche sur... L'enjeu, c'est la préservation de l'espèce humaine, l'acidification de l'espèce humaine. Donc le débat, il est plus profond. C'est cela que nous appelons la nouvelle frontière de la colonialité dans le monde aujourd'hui. Et de ce point de vue, ça va aider beaucoup à analyser le phénomène vénézuélien. Merci, Monsieur le Président. Nous allons évoluer donc avec toute autre question. Alors, nous avons appris dans l'histoire de la grande Amérique latine qu'elle a été sortie, on va dire, elle a mené sa lutte d'indépendance avec à la tête un certain Simon Bolivar. Non, le grand Bolivar. Le grand Bolivar. Le grand Bolivar, Monsieur le Président. Il est très immense. Hein. Oui, ça c'est clair. Le grand Bolivar. Mais à côté de lui, on a connu un grand président également, Hugo Chavez, qui avait donc le mérite d'avoir une position forte, une position assez critique des États-Unis, qualifiant donc les dirigeants des États-Unis de diable. Et il avait une politique à sa manière articulée autour du socialisme, du souverainisme, du christianisme et de l'anti-impérialisme. Monsieur le Président Banakani, quel est selon vous l'héritage politique et idéologique du défunt Hugo Chavez? Chavez, il a qualifié sa révolution de processus bolivarien. Ce n'est pas le fait du hasard. Il faut bien comprendre. Processus bolivarien parce qu'il y a eu la première phase, la séquence originaire du bolivarisme avec Simon Bolivar, père des indépendants de l'Amérique latine. Vous avez rappelé au début qu'il a libéré au moins 6 pays, la Bolivie, le Panama, le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, etc. Donc, de ce point de vue, on voit très bien le projet qu'il portait. Il avait très vite compris que la décolonisation de l'Amérique latine passait par un processus panaméricain, parlons comme ça, panaméricain, c'était la condition. Oui, tu dis, panaméricain, bon, parce que il faut distinguer, on dit américain. Il y a que c'est les gringos sont là, ça complique le problème. Mais bon, eux sont venus après, ces gens-là. Sont venus après. Mais bon, c'est ça. Le panaméricanisme, c'est ça. C'est-à-dire, on ne peut pas se libérer de joug colonial, même sur dans l'indépendance. Attention, même sur dans l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas la libération. Hein. Parce que les gens confondent beaucoup le concept. La souveraineté n'est pas le développement. Il faut distinguer l'indépendance de la souveraineté. La souveraineté ne conduit pas forcément au développement. Il faut faire attention parce que la souveraineté peut être purement politico-juridique. Sans souveraineté économique. Donc, ça va être une façade d'une continuité coloniale sur le plan économique. L'Afrique du Sud en est l'exemple le plus parfait. On a mis fin à l'apartheid, etc. Mais le pays, ça dit qu'on est dans l'apartheid économique et qui a pour finalité demain de ramener la suprématie blanche, mais cette fois-là avec quelque chose de terrible, avec même le consentement des Africains. C'est ça qui est risquant. Donc, Bolivar avait compris ça très vite, Simon Bolivar a compris ça très vite, d'où sa volonté de panaméricaniser le combat qu'il menait. Très important. C'était la condition d'une véritable décolonisation et d'une vraie indépendance. Ce qui veut dire que l'économie devait être sous le contrôle des forces les plus conscientes de ces enjeux. La culture devait suivre, la société, bref, tous les aspects de la vie en Amérique latine devaient converger vers cet idéal-là. Il faut bien comprendre. Il y a une dimension holistique dans le panaméricanisme que les gens font semblant d'oublier. Vous ne comprenez pas Hugo Chavez, vous n'avez pas ça en tête. Bolivar ne voulait pas seulement l'indépendance pour l'indépendance. Il avait lu la révolution américaine, il a étudié ça. Il a étudié les Lumières françaises, il a étudié tout ça. Il a étudié les révolutions anglaises, tout ça. Et il a fait une synthèse. Quand on parle vous avez dit que c'était un créole. Ben, il faut se démarquer du créolisme, d'un Mbembe, n'importe quoi. Lui, il avait fait cette synthèse-là, mais pour faire la révolution, pour libérer l'Amérique latine, son peuple. Donc, bon, après lui, donc Chavez
Chavez donc dit, je continue le travail de Bolivar, il n'est plus là. D'où le concept de processus. C'est un processus parce que ça doit tenir compte de plusieurs dynamiques qui travaillent le sous-continent. La première dynamique, c'est l'impérialisme yankee. L'impérialisme des gringos. Ils comprennent ça très bien le mot là. Les gringos. Il y a ça. Il y a cet impérialisme-là. Il y a même les divergences entre les peuples d'Amérique latine. Travailler toujours, d'abord par la guerre froide, et deuxièmement, par l'impérialisme yankee, et même les contradictions même propres à la société latino-américaine. Par exemple, la question de la terre. La question de la terre, par exemple. Donc, il y a tout ça. Donc, Hugo Chavez, il dit processus bolivarien. Donc, lui, il hérite d'un pays qui, après l'indépendance, était pratiquement colonisé par les majors pétroliers occidentaux, Chevron, Texaco, etc., qui ont confisqué le pétrole vénézuélien. Rappelons que ce pays-là, on produisait à l'époque 3 millions. Premier producteur. 3 millions de barils par jour. C'est la plus grande réserve mondiale de pétrole. Trouvée actuellement. Ils sont même au-dessus de l'Arabie Saoudite. Donc, je dis bien, ils produisaient dans les années 70 3 millions de barils par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ça, c'était confisqué par les majors américains, etc., qui s'enrichissaient goulûment. Et l'immense majorité de la population était dans l'extrême pauvreté. Plus de 70%. C'est le modèle qui était construit au Venezuela. Et évidemment, ça ne les gênait pas. Ils s'en vantaient, etc. Alors, quand il arrive au pouvoir, il décide donc, c'est terminé. Le pétrole du Venezuela, c'est pour changer les conditions de vie des populations du Venezuela. Donc, du coup, le système corporatiste, comme on appelle corporatiste, c'est-à-dire un pays dirigé par les conseils d'administration des multinationales, il met fin à ça. Et il va donc orienter les ressources générées par le pétrole vers la libération économique de son peuple. Sous Chavez, près de plus de 9 millions de Vénézuéliens ont accès pour la première fois au logement. Pour la première fois au logement. 9 millions. Des millions de Vénézuéliens sortent de la pauvreté et les pauvres commencent à accéder à l'université. Donc, sous Chavez, va naître une classe sociale particulière, c'est-à-dire des personnes qui n'avaient aucune perspective d'insertion sociale, digne de ce nom, du moins d'ascension sociale, digne de ce nom. Sous Chavez, une nouvelle génération de Vénézuéliens va naître, des anciens pauvres qui ont désormais accès aux ressources de l'ascension sociale, donc l'université. Et évidemment, c'est intolérable pour les gringos. C'est intolérable. Ces milliardaires vont saisir aux États-Unis, ils vont commencer le complot contre le Venezuela, dont une des phases criminelles va être le projet Freedom, consistant à démanteler le processus bolivarien et à renverser M. Chavez. Donc, c'est ça le chavisme. Donc, son héritage politique, je le dis, donc, c'est l'actualisation du projet de M. Simón Bolivar. L'actualisation, c'est-à-dire que l'Amérique latine n'est pas indépendante. Elle n'est même pas décolonisée. Il y a eu une décolonisation de façade. Donc, Chavez dit, après avoir héritier de Bolivar qu'il est, il dit il faut relancer le combat de M. Simón Bolivar dans les conditions actuelles, dans les conditions du XXe siècle, se lance dans ce combat et on reconnaît, il va changer le visage du Venezuela à tous les points de vue. Ce visage-là, c'est l'héritage qu'il va laisser à Maduro. Voilà. Merci. Donc, il faut bien comprendre ça. Le processus bolivarien au XXIe siècle, c'est important. C'est le parachèvement de la décolonisation, l'indépendance des pays de l'Amérique latine, mais la relance du projet de panaméricanisme si cher à Bolivar. C'est pour ça que vous allez voir, il va relancer l'alliance bolivarienne, l'ALBA, l'Amérique latine, il va lancer ça. Et il lance ça contre le projet des Yankees américains qui, eux, sont pour l'intégration dans les vastes espaces de commerce, dont le Mercosur. Vous ne pouvez parler que de ça. C'est deux visions radicales qui s'affrontent. Et ça va expliquer même aujourd'hui la rivalité qu'il y a entre le Brésil d'un côté et le Venezuela d'un côté. Et ça explique en grande partie tous les problèmes que M. Maduro a à l'heure actuelle.
Monsieur le Président, vous avez très bien dessiné le tableau géopolitique et politique à l'intérieur du Venezuela. Mais une question émerge. Le Venezuela semble être un pays qui, en Amérique latine, donne des sueurs froides aux États-Unis et plus particulièrement à l'Occident collectif. Monsieur le Président, pourquoi les États-Unis et l'Occident collectif ont-ils fait du Venezuela le modèle négationniste par excellence? Je vous ai parlé tout à l'heure du problème qu'a posé. C'est-à-dire un nouveau problème se posait à l'humanité. Il était la conséquence de l'industrialisation. L'accès aux matières premières. Les débouchés. Pour les Venezuela, c'était un scandale. Pour l'instant pétrolier, mais c'est un scandale. Parce qu'il y a d'autres richesses naturelles au Venezuela. Il y a du gaz, il y a beaucoup de richesses au Venezuela. C'est un scandale. Les Américains veulent le pétrole vénézuélien. D'ailleurs, c'est pour ça que vous ne comprenez pas l'Amérique latine, comme on ne comprend pas l'Afrique, si on ne traite pas en profondeur la question des matières premières. Ça veut dire quoi? Des pays ont des richesses, dont des pays sont riches. Ils ne sont pas potentiellement riches, ils sont réellement riches, puisqu'ils ont les matières premières qui sont nécessaires à la survie de l'industrie mondiale. Donc, au fonctionnement de l'industrie mondiale. Une vraie économie, une économie de justice, aurait réglé l'affaire en rendant juste les relations économiques. C'est-à-dire en renversant la loi de l'iniquité qui structure l'économie mondiale. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est donc une question de vie ou de mort. Mais c'est clair. C'est de vie ou de mort. Vie ou de mort. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même si on reste dans le cadre d'une économie, parlons comme ça, simple. C'est-à-dire que l'Occident fait croire que, comme c'est industrialisé, d'autres pays vont s'industrialiser et il y aura donc une richesse mutuellement dégagée qui profitera à tout le monde. C'est le mensonge. Sami Amin a démontré ça de manière claire. La condition de la richesse occidentale, c'est la pauvreté des autres. C'est clair et net. Il ne faut pas se fier aux histoires que, grâce à la mondialisation, des millions sont sortis de la pauvreté. On parle des nations. On ne parle pas d'individus qui n'ont pas de nations, qui ne sont pas dans un pays. Ce sont des histoires. Mais des millions de pauvres sortis de la pauvreté. Mais combien ont basculé dans la pauvreté? Des milliards. Ce débat est clos aujourd'hui. Donc la mondialisation, c'est l'occidentalisation. C'est-à-dire c'est la continuité coloniale sous la forme de l'expansion économique. L'esclavage à domicile. Oui, c'est ça le mot, l'esclavage à domicile. Donc, un problème fondamental s'opposait à l'humanité à la faveur de la révolution industrielle, c'est la question des matières premières. L'Occident, donc, qui sait très bien, et Marx l'a démontré, c'est la théorie de la valeur. L'Occident sait très bien que si les matières premières si les prix sont fixés par les pays qui en possèdent, l'Occident s'effondre. Elle ne peut pas tenir. Donc, la décision a été prise. Elle est vitale pour l'Occident. C'est qu'il faut que l'Occident exerce un contrôle absolu sur les matières premières. C'est-à-dire qu'il doit fixer les prix. Ils doivent l'appartenir, même quand ce n'est pas sur son territoire. Mondialisation. La mondialisation, c'est pas ce qu'on vous raconte. C'est d'abord le fait de posséder les matières premières qui n'appartiennent pas à l'Occident, y compris dans des territoires qui ne sont pas les siens. Donc, il faut un monde sans frontières, libre-échangisme au sens fondamental du mot, il faut un monde sans frontières, et vous voyez pourquoi? Il faut démanteler les nations. Si les nations existent, elles doivent être indépendantes. Si les États existent, ils doivent être des États de forme, il n'y a pas d'indépendance. Il faut bien voir la logique. Donc, cette logique aujourd'hui, arrive à son point culminant, c'est-à-dire, elle culmine. Bon, maintenant c'est le point culminant, mais entre-temps, avant ce point culminant, avec la parenthèse de la guerre froide, etc., des pays comme le Venezuela c'est-à-dire, c'est vital pour les États-Unis. Ils doivent prendre le pétrole vénézuélien. On ne conçoit pas aux États-Unis que le Venezuela soit maîtresse de son pétrole. C'est impossible. C'est impossible. Et ça devient donc vital avec les évolutions qu'on a en Arabie Saoudite et dans la géopolitique mondiale. Tout à l'heure, on y reviendra pour ne pas abandonner le Venezuela. Donc le problème est là. On veut confisquer le pétrole vénézuélien. Mais, attention, il y a les éléments de récit.
On ne peut pas le dire. On ne va pas dire qu'on veut prendre... non, on ne dit pas ça. On ne dit plus comme on vient vous civiliser. Mais on dit maintenant que non. Le régime vénézuélien est une tyrannie. C'est une dictature. Donc, à partir du moment où c'est une dictature, le président vénézuélien est un monstre. Donc, il y a toute une diabolisation du Venezuela et du régime chaviste et que Maduro continue d'assumer. Il y a une diabolisation. Tout un discours est donc véhiculé sur la tyrannie qu'il y a au Venezuela, et le fait que les opposants sont maltraités, il y a une dictature, etc. Alors, on transforme les effets en cause. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Maduro au pouvoir, je crois dans les années 2011 ou avant, je crois, le prix du pétrole s'effondre. Or, à partir des années 2013. Très bien. Oui, c'est-à-dire que 2014 jusqu'à 2020, ce cycle-là. L'économie du Venezuela est une économie qui dépend largement du pétrole. Nous reviendrons sur le processus économique, monsieur. C'est très important parce que pour comprendre le jeu que l'impérialisme organise entre le Brésil et le Venezuela, il faut bien voir que c'est deux modèles économiques différents. Ce n'est pas la faute du Venezuela. À l'indépendance, les gringos ont fait de ce pays-là l'homme maudit en élevant le pétrole au niveau de la principale rente du pays. Plus de 90% des richesses émanaient des réserves pétrolières. Dès l'État et tout, et tout, et tout. Il faut rappeler donc que, messieurs, le processus bolivarien, c'est aussi la mise en place d'énormes programmes sociaux de redistribution. Parce que l'arrivée au pouvoir de Chavez est la conséquence de l'absence des mécanismes de redistribution qui ont caractérisé l'économie vénézuélienne avant son arrivée au pouvoir. On a bien vu que la confiscation du pétrole par les majors a créé beaucoup de pauvreté et d'extrême pauvreté. C'était une des sociétés les plus inégalités qui puissent exister. C'est ça qui a nourri la révolution, qui a permis l'arrivée au pouvoir de M. Chavez. Donc quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas le temps à perdre. Il prend le pétrole et il met ça au service de la majorité de la population. Mais il y avait un risque dans ça. Le risque, c'est que dans un secteur où vous ne contrôlez pas le prix du pétrole vous-même, où l'équipement même qui permet d'extraire, transformer, commercialiser, vous ne maîtrisez pas ça, il y a des risques. Donc dès que les prix sont effondrés, on se retrouve devant un problème grave, à savoir que cet étatisme-là, cet état-providence, se retrouvait privé des moyens qu'il avait et qui lui permettait de redistribuer la richesse produite par le pétrole. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un risque structurel au fait qu'un pays dépend totalement d'une rente. C'est que quand le pétrole se vend cher, se vend bien, ben, l'argent entre beaucoup dans le pays, mais ça a une conséquence, c'est que votre monnaie devient forte, extrêmement forte, et ça, c'est une incidence directe sur les autres produits que vous vendez, que vous exportez, etc. Donc ça crée une situation, ça disloque, ça dysfonctionne carrément l'économie. Ça crée une dépendance vitale. Non seulement vitale, mais ça désorganise l'économie, parce que d'autres secteurs ne sont pas tirés par le boom pétrolier. Donc c'est une richesse artificielle, de fait. Donc ça, c'est structurel. Ce n'est pas un phénomène conjoncturel, il est structurel. Et cette structuration de l'économie vénézuélienne est l'héritage. Est l'héritage de l'impérialisme. Alors, donc, ça fait donc quoi? Ça fait donc que, pour répondre à ça, le président Maduro a opté, dans un départ, il a opté pour la planche à billets. Il a fabriqué les billets pour continuer à financer. Mais ça a des conséquences. Donc, ça a débouché sur une crise de l'inflation, une grande crise de l'inflation. Et à un moment donné, ça a des conséquences. Vous avez la peine à payer vos dettes, à gérer votre dette souveraine, à payer vos traites. Donc, ça a donc débouché sur un programme drastique de rigueur en termes de gestion budgétaire. La conséquence, c'est quoi? Pauvreté, population. Puisque c'est l'État qui porte tout, quand il n'a plus les moyens de porter, de continuer à assumer ça, la conséquence est directe. Tout ce qui est lié à l'État s'effondre. Donc, il s'est trouvé dans une grande pauvreté dans le pays. Alors que fait l'Occident? Comme d'habitude, il récupère les effets, il transforme ça en cause. Donc, beaucoup de Vénézuéliens sont à l'étranger. C'est un des problèmes majeurs. C'est un des prétextes de Donald Trump.
Et même ça explique la position de certains pays américains, d'Amérique latine, par rapport aux dossiers vénézuéliens. L'Équateur, je crois, la Colombie, le Chili, etc. Même l'Espagne, ce sont des pays qui accueillent les nombreux Vénézuéliens qui sont à l'étranger. Vous avez pratiquement près de 27% de la population vénézuélienne qui est à l'étranger. Et avec une polarisation dans certains pays, aux États-Unis par exemple, en Espagne, dans certains pays. Donc, l'impérialisme, les gringos récupèrent ça. Comme la France fait avec la fameuse galaxie chez nous. Les gringos récupèrent ça pour transformer ça en un alibi politique qui leur permet de justifier l'ingérence dans la question du Venezuela. Donc, à partir de là, donc, vous voyez donc, à partir du moment où un régime n'a plus les moyens économiques de son projet politique, vous voyez, il n'a plus, que vous ne le vouliez pas, il perd une certaine légitimité auprès d'une certaine population, qui n'a pas le temps à perdre à vouloir comprendre, mais pourquoi on est comme ça. Certes, il y a une certaine nostalgie du chavisme. Maduro continue à avoir une base. Le chavisme a une base. Vous expliquez qu'ils ont sorti des millions de Vénézuéliens de la pauvreté. Et ils ont créé de nouvelles classes. Hein, rien qu'à travers la redistribution des revenus pétroliers. Mais, n'ayant plus les moyens de l'époque, les Américains en profitent, ils mettent le Maduro sous sanction. On dit, non, il n'y a pas, tu as truqué les élections, c'est un pays sans démocratie, alors que, par quelle magie une démocratie peut tenir sans les moyens économiques de son existence? Par quelle magie? Ce sont des démocraties truquées. J'appelle ça démocratie néocoloniale. Dans le sens où on vous vend un système politique sans les moyens économiques permettant de le faire fonctionner. Du coup, la démocratie donc néocoloniale consiste donc à la guerre des élites, des groupes scolarisés, des groupes qui ont des intérêts économiques puissants, les plus branchés sur l'économie coloniale, sur l'économie néocoloniale. La démocratie se réduit donc à leur guéguerre. Or, cette guéguerre devient darwinienne. C'est ça, Juan Guaido, ce vaurien-là. C'est ça, Juan Guaido. C'est darwinien. Donc, du coup, le pays devient ingouvernable. Eh bien, que voulez-vous que le gouvernement, que Maduro fasse? Maduro a le choix entre la disparition du processus bolivariens et tout ce que cela comporte et entrer dans une démocratie des gringos qui ne va rien apporter dans le pays. Donc, entre-temps, on le diabolise et leur discours qu'ils mettent en avant, ce n'est pas un démocrate, les élections sont truquées, il réprime, etc. Comme d'habitude, il a interdit à la diaspora de voter, il est contre la diaspora. Donc, vous voyez, il y a une polarisation, une extrême polarisation du jeu politique, n'est-ce pas? Ça fait que le problème du pays n'est plus lisible si on ne prête pas beaucoup d'attention. Donc, c'est en perspectivant la crise de Venezuela, au niveau global, qu'on comprend la légitimité du combat de M. Maduro. Et ce combat est d'autant plus légitime que il est bon de tenir devant une conjoncture économique défavorable, de tenir, quitte à gérer et à supporter l'animosité et la diabolisation des gringos, des Yankees, c'est leur travail, des démocrates internationaux, des mondialistes démocrates, de tenir en diversifiant ses partenariats, ses alliances, c'est ce qu'il a fait avec la Chine, avec la Russie, etc. Donc, pour tenir, mais comme ces gars-là contrôlent les moyens de communication, dans le monde entier, on chauffe la question de la démocratie, les libertés. Vous avez des opposants, les leaders de l'opposition sont divinisés, on les met au niveau d'un panthéon, ce sont des saints, hein, ils sont des libérateurs du pays, et Maduro, c'est un laid dictateur effrayant, c'est un petit Hitler en puissance qui doit dégager. C'est dans cette dynamique qu'on est arrivé à la situation actuelle où le gringo en chef des États-Unis, le gringo en chef, M. Trump, hein, donc, a décidé de fondre sur le Venezuela dans un contexte géopolitique particulier. Monsieur le Président, merci. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de Juan Guaido qui s'était autoproclamé président après une élection présidentielle dont à l'issue, le président Maduro avait été réélu président, dont il est le président légitime et légal. Non, je pense qu'il faut qu'on soit clair. Nous devons rejeter la démocratie néocoloniale. Il ne faut même pas parler de son principe-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous entrez dans ce jeu, vous êtes piégé. Parce que vous allez prendre leur registre, opposition, transparence électorale, etc. Il faut rejeter. Notre démocratie n'est pas leur démocratie.
Nous sommes dans les démocraties de décolonisation. C'est clair. Dans globalisé. Décolonisation globalisée. Donc, de ce point de vue, on ne peut pas raisonner comme eux. Donc, parce que quand on va dire, mais il a été mal élu, il a truqué les élections, n'importe quoi. Mais, ouvrez les yeux. Les gens qui donnent des leçons à Maduro au plan démocratique, ce sont des pires tyrans dans leur contexte. Que ce soit Macron, que ce soit Donald Trump, c'est un pays occidental qui est en capacité de donner des leçons à M. Maduro. Même si on prend pour le faire même leur propre système démocratique. Oh, voilà l'Union européenne qui tue les élections partout en Europe. Alors, ils sont malheureux jusqu'à maintenant érigés au niveau d'un principe démocratique, le droit d'ingérence de l'Union européenne dans toute élection dans un pays européen où elle considère que le candidat qui est en face n'est pas pro-européen. C'est-à-dire bien où elle considère. Et de ce point de vue, on peut le disqualifier, on peut arrêter le processus électoral, on peut stopper ça. De quoi est-ce qu'on parle? Je prends seulement ce cas-là. Je ne parle pas des élections truquées. Toutes les élections sont truquées en Occident. Il n'y a aucune élection démocratique en Occident. Toutes les élections sont truquées. Et elles sont d'autant plus truquées que d'ailleurs, il n'y a personne pour dire que c'est truqué. Je répète, elles sont d'autant plus truquées qu'il n'y a personne pour dire que c'est truqué. Elles sont particulièrement truquées. D'abord, ce sont des élections oligarchiques. Oligarchiques. Dans des économies contrôlées par quelques individus, par des familles et quelques réseaux. Mais à partir de ce moment-là, une société peut être démocratique quand l'essentiel de la richesse est dans les mains d'une poignée d'individus au détriment de la majorité. Il n'y a pas de démocratie possible à ce niveau-là. Donc si on prend seulement de ce point de vue, il n'y a pas de démocratie en Occident. Bon, c'est ce qu'on appelle démocratie, des dictatures oligarchiques, des oligarchies dictatoriales, oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, que ça reste au niveau nominal, au lieu d'en faire une philosophie qui permet d'aller embêter M. Maduro et d'aller déstabiliser le Venezuela. Je ne parle même pas d'un constat que même maintenant, alors, même les anciennes élites mondialisées, attachées à la démocratie, dénoncent eux-mêmes. J'écoutais hier un certain M. Alain Juppé. Allez l'écouter. Il pérorait sur la crise démocratique qui traverse la France. La crise. Hein? La détestation des hommes politiques, la coupure entre les élites et le peuple, la montée des extrêmes droites, etc. Le taux d'abstention record, tout ça. Bon, ça, c'est son niveau, hein, ça, c'est ce qu'il a dit. Mais c'est plus profond que ça. On ne conçoit pas que des démocraties élisent des dirigeants qui, au bout d'un mois, sont détestés totalement parce qu'ils les ont élus. Il y a un problème. Même pas un mois. Un mois, quelqu'un est élu démocratiquement. Un mois après, les gens pourront dire que non, on ne se reconnaît pas à travers lui. Vous dites que le système est truqué depuis la base. Mais il est fondamentalement truqué. Son essence, c'est le trucage. Puisque, comment concilier démocratie et capitalisme? Puisque le capitalisme, c'est la concentration de la richesse dans les mains d'une poignée. C'est la domination de la société par les capitalistes, les propriétaires des capitaux. Donc, la politique n'a aucun pouvoir. C'est la pire diversion. D'ailleurs, depuis au moins 40 ans, c'est une seule politique qui est appliquée. L'austérité, le centre de la vie publique. C'est la dette, c'est le paiement des intérêts. Vous êtes un bon gouvernement quand vous payez vos dettes. Au détriment des millions de vos citoyens qui meurent dans la misère. Il faut être un monstre pour appeler ça démocratie. Il faut être un monstre. Donc, M. Maduro n'a de leçons à recevoir de personne. De personne. Puisque sa référence, c'est Bolivar. Attends, c'est la référence qui détermine tout. Pourquoi, alors que moi je n'ai pas la même référence que vous, vous venez me juger sur la base de quoi? C'est un choc civilisationnel. Mais non, c'est même plus que ça. Oui, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que, à partir du moment où moi je n'ai pas la même référence que vous, à partir de quoi vous me jugez? Maduro, sa référence, ce n'est pas l'Occident. Ce n'est pas la démocratie néocoloniale des Occidentaux. Ce n'est pas la démocratie des gringos. Hein? M. Trump, de son premier mandat, son conseiller, M. Bolton, le moustachu néo-hitlérien, n'est-ce pas? Il a dit appelle les faucons. Non, c'est trop gentil. Moustachu néo-hitlérien. C'est pas ce que vous appelez faucon. Il a dit carrément que sa priorité était de faire quoi? De renverser le gouvernement de M. Maduro. On est où là? Bon. Monsieur Marco Rubio, là, il se fait appeler, il est quoi? Secrétaire d'État. Vice-président. Non. Monsieur Marco Rubio, c'est vice-président. C'est Guy Vance. Oui. Marco Rubio, là, il doit être le secrétariat, il doit être le secrétaire d'État
l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Vérifiez ça, je vous en prie. Donc, il a dit que sa priorité à lui, c'est de renverser 3 régimes qu'il appelle régime illégitime. Venezuela, Cuba et Nicaragua. On est où? On est où? Donc, le gros bâton est de retour. Big Stick. La politique du Big Stick. Hein? Dont tout le monde Monroe est de retour. Pourquoi? Pourquoi cette extrême nervosité de l'impérialisme américain? Pourquoi ce retour à des pratiques du Far West? Du Rock State? Non. Le droit de péremption? Non. Retour aux pratiques du Far West. Parce que Rock State, c'est après. Rock State, c'est l'Irak. C'est l'Irak. C'est l'Irak. Mais là, on est aux fondamentaux des États-Unis. Et par rapport à ça, j'aime toujours rappeler. Secrétaire d'État. Voilà, je ne me suis pas trompé. Voilà, je ne me suis pas trompé. Donc, j'aime toujours rappeler qu'il faut réécouter le discours de Donald Trump à ses mots d'investiture. Il parle de l'esprit pionnier américain. L'ambition est au cœur d'une grande nation. Et aujourd'hui, notre nation est plus ambitieuse que toute autre nation. Il n'y a pas d'autre nation comme la nôtre. Nous sommes des explorateurs, des entrepreneurs, des pionniers, des innovateurs. L'esprit de frontière est dans nos cœurs. La prochaine grande aventure, elle vient de nous. Nos ancêtres américains ont transformé un petit groupe de colonies d'un continent immense en un pays qui est le plus extraordinaire du monde. Personne ne peut faire aussi bien. J'en ai pas compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, dans son premier mandat, s'était présenté en souverainiste. C'est-à-dire quelqu'un qui disait qu'il a dit à l'ONU que l'Amérique est une colonie et que l'avenir et à ceux qui luttent pour l'indépendance de leur pays et pour leur souveraineté. L'avenir appartient aux dirigeants qui aiment leur nation. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. C'est qui lutte pour la souveraineté de leur nation, Donald Trump. Mais quand il vient au deuxième mandat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas de retour de l'esprit pionnier. Il y a un déplacement vicieux et rusé qui s'est passé là et qui est passé comme ça devant les gens. Mais il est fondamental. On voit là un nouveau Trump qui abandonne subrepticement les habits de souverainiste pour les habits d'un impérialiste yankee. Parce que les conquistadors, oui, conquistadors, c'est-à-dire que M. Trump assume ouvertement dans ce discours qu'il n'y a pas d'esprit pionnier, que bon, on peut tuer qui on veut, on peut liquider tout le monde. C'est le retour de l'esprit qui a prévalu quand il fallait tuer tous les indigènes aux États, les peuples autochtones, les États-Unis, les Indiens, etc. Il assume clairement ça. Et c'est ça qui est à l'œuvre. C'est ça qui est à l'œuvre. Bon, on va trouver des prétendus que le Venezuela est un narco-État. Mais les États-Unis sont le narco-État par excellence sur cette terre. Les États-Unis, mais ils disent que c'est le gouvernement vénézuélien est truffier de narcotrafiquants, etc. Et il faut dire ça en se référant à quelque chose qu'ils veulent reprocher à Chavez. Et là, je vais m'arrêter un peu. Il faut distinguer, quand on parle de drogue, il faut distinguer le rapport à la drogue, qui est une culture, qui est même un rituel religieux dans certaines régions, dans ces pays-là, et la drogue comme matériau de la géopolitique mondiale. Et quand on parle de la drogue comme matériau géopolitique mondial, personne ne bat les États-Unis. Les États-Unis, c'est un narco-État, par nature. De quel droit il dit que voilà... Monsieur le Président Marc, vous dites qu'il faut distinguer la drogue comme instrument culturel et comme instrument géopolitique. Le rapport que
des peuples ont à la drogue en tant que culture, ça existe. Il y a des peuples qui ont une consommation de la drogue ritualisée. Hein? C'est même une pratique religieuse pour ces pays-là. Ce n'est pas la même chose qu'un État qui élève la drogue au niveau d'une stratégie géopolitique. Et de ce point de vue-là, l'histoire est connue. Ce n'est pas nous qui sommes allés faire les guerres de l'opium en Chine. La CIA, c'est connu, son rapport à la drogue, c'est connu. La drogue était un moyen de financement de la CIA. Aujourd'hui, en Europe, ce sont des citoyens, des citoyens engagés des pays occidentaux qui nous révèlent leurs secrets. Vous voulez qu'on parle de M. Fourré en France? Le dealer de tout Paris. Voilà alors, de quoi les dirigeants. Hein? Le rapport même des dirigeants occidentaux à la drogue est connu. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, il faut vraiment faire attention. Cette remontée du gringoïsme géopolitique, c'est-à-dire de la sauvagerie américaine, des USA, à l'état brut, est un signal fort qui nous renseigne sur la chute de l'Occident. Voilà, c'est-à-dire le déclinisme qui travaille profondément les Occidentaux. Merci, et qui les amène à retourner aux pratiques du 18e, 17e siècle. Monsieur le Président, nous allons évoluer dans la suite de nos questions. Alors, le 28 juillet 2024, le président sortant Nicolás Maduro a été reconduit comme à la tête du Venezuela, et cela pour un mandat de 6 ans. Mais les États-Unis, sur le leadership du président Donald Trump, ont décidé d'en faire une affaire personnelle d'honneur en saisissant l'avion vénézuélien du président vénézuélien au Pérou, en confisquant 700 millions de dollars de fonds vénézuéliens et en mettant une prime de 50 millions de dollars, autant pour moi, au bénéfice de quiconque livrera la tête de Maduro. Et n'en plus finir, ils ont continué en déployant une flotte de navires au large des côtes du Venezuela, avec un arsenal constitué de 3 destroyers lance-missiles, d'un croiseur, d'un sous-marin nucléaire d'attaque, des navires amphibies, un littoral de combat ship, ainsi de suite, des aéronefs et beaucoup d'arsenal de matières d'armes. Monsieur le Président, prenant acte de l'attitude, le président du Venezuela a, lui, mobilisé 4,5 millions de guerrillos anti-impérialistes répandus partout dans le pays, ainsi que 40 000 soldats prêts à être déployés si nécessaire. Monsieur le Président, à la lumière des capacités militaires, conventionnelles et technologiques, on est forcé de croire qu'il se profile à l'horizon un conflit entre David, c'est-à-dire le Venezuela, et Goliath, l'État américain, qui est l'agresseur. Comment cela s'explique-t-il et se justifie-t-il? Et quel sera, selon vous, le dénouement de ce conflit, alors que nous savons que le Venezuela a pour partenaire géopolitique la Russie, l'Iran, la République islamique d'Iran, la République populaire de Chine, et qui ont, dont la Chine a des intérêts particuliers dans les hydrocarbures du Venezuela. Comment est-ce que se dessinera donc ce conflit qui naît à ce niveau-là? Comment ça va se passer selon vous? C'est un conflit très emblématique qui va déterminer de la solidité, de la valeur même, d'abord même des processus multipolaires qui ont cours dans le monde et qui font la une de tous les journaux, de tous les éditoriaux, y compris même qui nous animent beaucoup en Afrique. On va voir ce que ça vaut. Que Maduro c'est un test. C'est plus qu'un texte. Maduro a pour allier la Chine, la Russie, l'Iran. Donc leur crédibilité est en jeu là. Leur crédibilité est en jeu. Et on va voir maintenant ce que vaut l'impérialisme yankee à l'heure actuelle. Mais avant d'arriver à ça, je voudrais insister sur des détails pour lesquels il ne faut pas passer comme ça. Les 4 millions de volontaires mobilisés par Maduro sont caricaturés par les médias, ce qu'on appelle médias mainstream. Ce ne sont pas les journalistes, ce sont des criminels en col blanc. Ce sont des voyous en col blanc. On dit donc que ce sont des milices qui lui permettent de réprimer l'opposition, de terroriser la population du Venezuela. Vous voyez, il y a cette campagne qui est faite, toujours la même dynamique, diaboliser
discréditer tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qui n'est pas leur émanation. Mais il faut rappeler, prenons les États-Unis. Donald Trump lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Que l'Amérique est infestée de quoi? De milices, de gangs, des milices et des gangs. Il y a des milices qui demandent même la suppression de la police dans certains États. Les Antifa, pour ne pas parler des deux, il y en a d'autres. Je ne veux pas parler du grand débat qui travaille les États-Unis depuis, à savoir la question de des armes à feu que chacun devrait avoir. Donc, ouais, quand c'est dans leur pays, c'est normal. Et qu'on voit bien comment Donald Trump lui-même est combattu aux États-Unis dans toutes les entreprises qu'il déclenche pour le seul qu'à défaut d'éradiquer les milices, mais atténuer leur puissance et leur capacité de nuisance. Or, toutes ces milices-là sont parrainées par qui? Par des intérêts bien connus de la société américaine. Vous parlez de l'État profond? Le Deep State. Donc, voilà dans un pays qui a comme profondeur étatique les milices, des groupes surarmés capables de... Mais qui sème la terreur? Non, la terreur, n'est-ce pas? La terreur dans les villes américaines. Et qui sont à mesure, quand ça les arrange, de déstabiliser un président qui ne fait pas l'affaire de l'État profond. Bon, c'est-à-dire que, mais chez eux là, ça ne fait pas l'objet d'un processus international visant à dire qu'ok, on a le droit de dire qu'ok, nous on va aller mettre l'autre aux États-Unis parce que c'est un pays qui est un danger pour la paix mondiale. Vous allez en France, qui sont les casseurs professionnels qui viennent dans les manifestations cassées. On sait aujourd'hui qui est derrière ça. C'est aussi l'État profond français qui est derrière tout ça. Pour casser du gilet jaune, casser des manifestations, de manière à les discréditer. Hein? Des lobas sortent de partout, ils sont armés, ils sont d'une violence extrême. Hein? Et dans tous les pays occidentaux, vous avez ça. Vous voyez, donc, c'est important. Il ne faut pas passer sur les détails comme ça. C'est-à-dire que un pays s'organise dans ses réalités historiques et culturelles pour mobiliser sa population et faire face à l'impérialisme. Non, on dit que ce sont des milices qui sont à la solde d'un individu, qui sont à la solde du régime. Mais en Occident, c'est pire. Je ne parle même pas de la privatisation de l'armée, des armées, et même des armes militaires. Vous n'imaginez pas à quel niveau ces gens sont organisés. Donc, il y a ça. Je ne parle même pas du fait que les donneurs de leçons, ils sont tellement courageux qu'ils n'osent pas se regarder dans un miroir. C'est-à-dire même le miroir, c'est-à-dire, n'envoie plus de moins, ils n'ont pas de reflet quand ils s'est mis. Ce ne sont pas des humains. Un humain, quand il s'est mis, il a quand même le reflet de lui-même. Et bon, on se regarde, on dit, mais là, ça ne va pas. Mais ces gens-là, ce ne sont pas des humains. Voilà des gens qui génocident à Gaza. Donald Trump, c'est un génocidaire. Il génocide à Gaza. C'est même lui le vrai génocidaire. Parce que Netanyahu ne peut pas blanchir. Ces Américains, les États-Unis faisaient leur travail. Donald Trump, c'est un génocidaire. On est en train de tuer tout un peuple. On a bombardé Gaza plus que toute la guerre mondiale. N'a pas généré autant, la deuxième guerre mondiale, n'a pas généré autant de bombes que ce qu'on vit à Gaza. Est-ce qu'il y a pire négation des droits de l'homme que ça? Est-ce qu'il y a pire négation de la démocratie que ça? Est-ce qu'il y a pire négation de tous les idéaux que l'humanité a cultivés, n'est-ce pas, jusqu'à ce jour, que ce qu'on voit à Gaza? Mais les mêmes gens qui parrainent Gaza, qui co-génocident avec ce dépravé de Netanyahou, donnent les ordres à M. Maduro, lui donnent des leçons. Donc, il est important de faire toujours la correspondance pour voir que ceux qui donnent les leçons sont des criminels, des tueurs, des criminels, mais qui ont le courage de tuer au nom de la démocratie, de violer les droits de l'homme au nom de la démocratie, et de dire que bon, nous démocratisons le monde, alors qu'on voit très bien ce que signifie la démocratie. Gaza parle plus que tout. Gaza parle plus que tout. Donc il est important de dire ça. Quand je finis de dire ça, je reviens donc sur la signification géopolitique de ce conflit. Évidemment, c'est un grand test pour le monde multipolaire. Puisque vous voyez même ça crée des problèmes dans les BRICS. Puisque le Brésil
a bloqué l'entrée du Venezuela dans le BRICS. Donc, vous voyez très bien qu'on est là devant un texte grande mesure de la solidité, du sérieux, n'est-ce pas, des processus multipolaires qui traversent le monde, que ce soit à travers les BRICS, que ce soit à travers ce qu'on appelle le Sud global. Ce ne sont pas des mots. On n'est pas en train de jouer. Il faut que les gens comprennent que dans un monde globalisé, les problèmes du Venezuela sont les problèmes du Cameroun, sont le problème des Africains, c'est le problème de tous les peuples opprimés de la terre. Et nous devons globaliser nos luttes. Voilà pourquoi je suis vénézuélien. Voilà pourquoi je m'intéresse à ça. Parce que l'issue de la bagarre entre Maduro et les États-Unis vont déterminer les relations des États-Unis avec, il ne faut pas rêver, hein, avec tous les pays du Sud. Hein, tous les pays du Sud. Donc, ce n'est pas, on n'est pas dans un jeu. Ça remet sur la table la question de la nervosité des Occidentaux en général, et en particulier de Donald Trump. Donald Trump est très nerveux. Il rit pas ces temps-ci, il est nerveux. C'est le Yankee, c'est-à-dire l'Américain colon à l'état pur. Gringo, comme disaient les Sud-Américains. Donc, un animal blessé. C'est même pire que ça. L'Amérique est déclassée sur le plan économique. L'Amérique n'a plus les capacités de suivre le rythme de la compétitivité économique mondiale. C'est établi, c'est clair. Elle est battue partout, dans tous les domaines. Donald Trump, quand il a, dans sa campagne, il était très optimiste, il était trop optimiste, mais au pouvoir, il mesure la réalité même du déclin américain. C'est compliqué. Donc, il faut la guerre commerciale, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, l'Amérique est devant un problème, c'est-à-dire que son déficit budgétaire, son endettement, mais surtout, les leviers qui ont longtemps assuré la prédominance américaine sur l'économie mondiale, tant du point de vue structurel même, l'économie, que le point de vue monétaire, sont en train d'être complètement détruits dans le monde. À travers la montée des États émergents et à travers ce nouveau monde qui se dessine. Donc, à chaque fois que l'impérialisme yankee, pour ne parler que de lui, s'est retrouvé dans une pareille situation, elle a retrouvé sa sauvagerie, elle a retrouvé sa barbarie, son animalité, qui est son essence. Les oripeaux civilisateurs, trompeurs, qui font rêver les naïfs, démocratie, droit de l'homme, soft power, tombent d'un seul coup et on est face à la réalité. Donc on est là devant des situations qui nous ramènent, je vous ai dit tout à l'heure, au temps de l'esclavage, au début de la colonisation. C'est une terrible régression. Et il est assez significatif que ces régressions portent la marque des soi-disant pays occidentaux, dont les États-Unis, dont nous sommes tous au courant de la destinée manifeste. Si. Destinée manifeste, le peuple élu pour conduire l'humanité. Malheur à l'humanité, c'est là pour conducteur les États-Unis. Des sauvages. Un État aussi sauvage, dirigé par un dirigeant sauvage. Le comportement de M. Donald Trump mais relève de la parfaite sauvagerie. Pourquoi est-ce que vous avez peur? C'est un sauvage. Est-ce qu'on peut nier? Mais il faut appeler chat un chat. Quelqu'un est sauvage, ça se voit. Vous, la manière de traiter le Venezuela et son président, ça relève de quoi? Et son comportement là sur la scène internationale, ça relève de quoi? De la pire sauvagerie, c'est un barbare, c'est un sauvage. En plus, égaré, complètement déstabilisé sur le plan mental. Ça se voit. Donc nous pensons que ça ne passera pas. Je pense que les Chinois et les Russes, l'Iran, et nous tous, qui militons pour un nouveau monde, on ne peut pas laisser faire. Donc le Venezuela a tout notre soutien. L'entreprise de Yankee, ça va échouer. Il espère que les moyens de pression qu'il a, à savoir l'argent du Venezuela qu'il a confisqué, le fait qu'il ait des moyens de pression sur certains cadres du gouvernement brésilien, etc. Et surtout le fait que la crise économique qui travaille le pays, et ça, vont amener Maduro à négocier. Ça, c'est du Trump, ça. Fais pression pour que tu viennes négocier. Parce que l'Amérique a, une fois de plus, besoin vital du pétrole vénézuélien pour compenser l'incertitude générée par la nouvelle démarche de l'Arabie Saoudite. Mais surtout, les électeurs attendent, le midterm c'est bientôt, les électeurs attendent des résultats. Et pour ça, il faut maîtriser le prix de l'énergie, d'où l'enjeu du pétrole vénézuélien. Monsieur le Président, intéressons-nous à un partenaire sous-régional du Venezuela au Brésil. La présidence de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a vu le Venezuela devenir le principal ennemi de ce pays. On a eu un peu d'espoir
avec le retour au pouvoir de Lula da Silva, qui a été connu pour ses positions assez progressistes. D'ailleurs, il a même cité par le président Hugo Chavez, de regretter mémoire, qui le cite comme un ami du Venezuela et des peuples libres du monde entier. Monsieur le Président, vous avez parlé dans votre discours et dans votre réponse d'une rivalité entre le Venezuela et le Brésil. Monsieur le Président, qu'est-ce qui peut expliquer cette rivalité avec Lula da Silva au pouvoir? Bonsoir. Un porte-sac de gringo américain. Donc, de ce point de vue, c'est un Yankee. Il agissait pour le compte de sous-Yankee. Je crois que c'est toujours Donald Trump. On se place du point de vue vénézuélien. C'est un sous-gringo. On connaît l'amitié qui les lie. L'alliance de la droite. Tout à fait. On connaît l'amitié qui les lie et la consanguinité de classe. C'est pas l'idéologie qui les unit. Donc, à ce niveau, on n'est pas surpris. Lula, c'est plus complexe. Lula est tiraillé entre sa base militante qui ne tolère pas, qui n'accepte pas, qui lâche Maduro, et les réalités de l'État brésilien et la structure économique du Brésil. Le Brésil est un État qui est dans les mains du capital étranger, en particulier les capitaux américains. N'oubliez pas ça. Toute l'économie du Brésil, depuis les années 1830 en montant, 1800 en montant, 1930 jusqu'au tournant des années 70, l'économie du Brésil a été pratiquement fabriquée par les capitaux étrangers, dont la banque Rothschild. Aujourd'hui, la structure économique du Brésil, c'est une structure économique où on voit très bien que les services dominent à pratiquement 70%. Mais c'est quoi les services? C'est d'abord les banques. Qui dit banque dit Rothschild et tout que vous connaissez. Donc, il y a cette réalité de l'État brésilien qu'il faut bien comprendre. Et ça fait donc que, et c'est classique dans on appelle ça le jeu de domino de l'impérialisme. C'est-à-dire que quand tu colonises un espace, il faut qu'ils aient deux pour la manipuler. Et en Amérique latine, les deux pôles, il y a le Venezuela, il y a le Brésil. Quoi de mieux que de les opposer? C'est aussi élémentaire que ça. Donc, ils gèrent cette opposition-là et ils ont structuré ça en distinguant l'économie brésilienne de l'économie du Venezuela. Vous avez au Venezuela une économie, en guillemets, de rente pétrolière, unijambiste, peu diversifiée. Et c'est un problème majeur que l'économie du Venezuela a. Et ça doit nous faire réfléchir. Hein. Les anti-impérialistes, ceux qui rêvent d'un monde nouveau, doivent approfondir sérieusement la réflexion sur le modèle économique à mettre en place, qui doit porter nos idéaux. C'est très important. Parce que dès qu'il y a un divorce entre la structure de votre économie et vos aspirations, vos idéaux, ça va déboucher sur des crises. Et ils vont s'engouffrer dans ces crises-là pour ramener le pays dans leur giron. Parce que les impérialistes punissent toujours tous ceux qui osent d'une manière ou d'une autre les affronter. Ils ne tolèrent pas ça. C'est totémique chez eux. Ils savent ça. Ils punissent. Dans le Venezuela, il doit être puni jusqu'au jour où il doit rentrer totalement dans le giron impérialiste. Donc on le punit. Et c'est systématisé. C'est systématisé. C'est-à-dire que ça dépasse les clivages hein, aux États-Unis. On y reviendra. Sur le dossier vénézuélien, il y a une unanimité aux États-Unis. Hein. Ça doit vous dire, ça doit vous interpeller. Là, dernièrement la Chambre des représentants, ils ont voté quasiment à l'unanimité les sanctions contre le Venezuela. Donc, ce n'est pas le fait du hasard. C'est même culturel. Donc, on punit, comme Haïti est puni jusqu'à ce jour, pour avoir fait la première révolution, la plus grande révolution de notre époque, de l'époque contemporaine. Haïti est puni jusqu'à aujourd'hui. Les impérialismes, ce sont des lois non écrites, c'est culturel chez eux, c'est même civilisationnel. C'est généalogique chez eux. C'est-à-dire que vous les défiez, ils doivent vous anéantir en vous humiliant. Et l'humiliation suprême, c'est de vous ramener dans leur giron, à genoux, c'est-à-dire que vous allez ramper pour revenir dans leur giron. C'est ça qu'ils sont en train d'imposer au Venezuela. Donc à ce niveau, le Brésil, historiquement, et pas sa structure, parce que l'économie brésilienne, quand vous voyez son enracinement depuis l'esclavage, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. L'esclavage qui s'est passé au Brésil, dans l'histoire de l'esclavage, le Brésil, c'est pas ça. L'esclavage au Brésil est particulier. C'est particulier. Donc, cette tradition de, je vais appeler quoi, de sous-traitance
du capital impérialiste est inhérente à la structure économique du Brésil. Je ne veux même pas revenir sur sa nature faussement créolisée, la population du Brésil, sa démographie, où on métisse sa population pour effacer le caractère nègre du Brésil. Ce n'est pas le fait du hasard. Il n'y a pas... Les caractéristiques sont connues, hein, leurs signatures sont connues. Donc, de ce point de vue-là, vous avez deux modèles économiques différents. Vous avez d'un côté une économie qui est diversifiée, parce que le Brésil, ça, on ne peut pas le nier, c'est une puissance exportatrice reconnue. Et dans beaucoup de domaines, elle est dans le peloton de tête des principaux pays exportateurs dans le monde. Le soja, le café, le sucre, etc. L'éthanol, le fameux carburant biocarburant, pour ne parler que de ça. Donc c'est une puissance exportatrice. Elle a réussi quand même, sa structure exportatrice est quand même assez diversifiée. C'est-à-dire qu'elle exporte aux États-Unis, en Chine, au Japon, dans beaucoup de pays là, elle exporte. Donc, la particularité du Brésil, je vais l'appeler ça, contrairement au Venezuela, et l'attachement du Venezuela au processus bolivarien, le Brésil ne peut pas assumer une telle démarche. Elle ne peut pas. Parce que historiquement, les qui ont reconstruit l'économie du Brésil, dès les années 1800, en passant par les années 70, Rio de Janeiro, c'est quoi? Rio de Janeiro, c'est une... On a créé, c'est une cité, c'est un État qui, dans le cadre de la division du travail, les impérialistes s'est retrouvé à un moment donné dans un rôle qu'on lui a attribué. Donc, toute la sidérurgie au Brésil, et qui a jeté les bases de la prospérité brésilienne, que ce soit le secteur automobile, de la métallurgie, l'aéronautique, etc. Même de la médecine, parce qu'à ce niveau-là, c'est quoi? C'est une forme de délocalisation à grande échelle que le capital américain, le capital, a assigné au Brésil. Et c'est ça, Rio de Janeiro. Et à partir de ce point de vue, vous regardez les pays, le Japon, l'Europe, les États-Unis, la France, c'est-à-dire que ce n'est pas le fait du hasard. Donc, vous voyez très bien qu'on a greffé l'Occident dans le Brésil. C'est-à-dire on a greffé. Et le défi aujourd'hui, c'est de faire du Brésil, faut qu'on le dise, une espèce de pays sous-occidental. Ce qui est très profond. Donc, ça fait donc que Lula, un gars de gauche, vraiment, c'est un gars, on ne peut pas dire c'est un gars de gauche. Bon, à la faveur des différentes crises économiques que le Brésil a connues et qui se sont traduites par des cycles d'hyperinflation qui vont culminer dans les années 90, où au Brésil, on va expérimenter le consensus de Washington, des plans d'ajustement structurel d'une violence extrême, un néolibéralisme extrêmement violent. Donc, vous voyez, qui va encore replonger l'économie brésilienne dans les mains de l'impérialisme de l'Occident, c'est-à-dire occidental. Donc, le Brésil est à fond dedans. Mais sauf que ça fait de ce pays l'un des pays les plus où les inégalités sont les plus élevées au monde, jusqu'à l'heure actuelle au Brésil. Je vais vous donner certains chiffres, mettez-moi ça. Je vais vous donner une image pour que vous compreniez. C'est-à-dire qu'en 2017, les 5% de Brésiliens les plus riches détenaient autant de richesses que les 95% restants. Je répète, les 5% des Brésiliens les plus riches détenaient autant de richesses que les 95% restants. 6 milliardaires au Brésil sont à eux seuls plus riches que les 100 millions de Brésiliens les plus pauvres. 2017. Ça n'a pas fondamentalement changé aujourd'hui. Le Brésil est l'une des terres les plus inégalitaires au monde. C'est d'ailleurs ça qui a expliqué la PSC de Lula. Vous voyez bien, Lula est trotskiste sur le parti des travailleurs brésiliens. Grand syndicaliste. Donc, vous voyez ça bien, donc syndicaliste. Le capitalisme a cet art-là, à savoir que quand elle sent que sa violence économique et sa laideur en termes de justice sociale ne sont plus supportables et peuvent menacer ses intérêts, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est capable elle prend les forces de gauche pour que celles-ci ne transforment pas l'économie, mais gèrent.
Lula est emporté par la dynamique gestionnaire de l'économie. Réduire le déficit budgétaire, payer la dette, etc., rétablir les grands équilibres, c'est fait. Il a diminué, l'inflation est maîtrisée, etc., c'est fait. Mais c'est la croissance, oui. Mais les pauvres ne font que s'appauvrir. Est-ce qu'on peut parler, Monsieur le Président, de socialisme libéral au Brésil? Non, vous allez voir avec ça. C'est le néolibéralisme coloré. Parce que dirigé par un authentique homme de gauche. Nous, là, on ne peut pas panier. Lui, c'est un homme de gauche. Mais sauf que voilà ce à quoi le capitalisme réduit la gauche aujourd'hui dans le monde. Et c'est vrai dans le monde entier. C'est une dynamique d'écouter les populations de la gauche. Oui, mondiale, oui. C'est une dynamique mondiale. C'est-à-dire que gauche-droite se ressemblent. Gauche-droite sont au service du capital. Ça, c'est depuis la fin de la guerre froide. Et c'est ce qu'on appelle la fin du compromis social-démocrate, si vous voulez. Et la fin de ce compromis. Donc, la chute du soviétisme et la chute du communisme a décomplexé le capital, l'a rendu très puissant. Aujourd'hui, il utilise les deux pôles de la politique tels qu'on l'a consacré dans les pays capitalistes, la gauche et la droite. Je ne parle pas de tout ce qui est tous les dérivés qui autour. Elle utilise ça justement pour gérer sa domination dans les nations et dans le monde. Voilà donc, monsieur Lula au Brésil, quel que soit son volontarisme, il ne peut pas changer fondamentalement l'économie du pays. Il est obligé de prendre ça en charge, puisqu'il est président, donc il est aussi le porte-parole de cet intérêt économique, il est le porte-parole de la structure économique du Brésil, avant tout. Or, cette structure du Brésil, c'est un conflit violent avec la nature économique du Venezuela. Je ne sais pas si vous suivez. Du coup, donc, le Brésil ne peut pas assumer le processus bolivarien. Sauf que nous, on est obligé de jouer parce que sa base ne veut pas entendre qu'il lâche le Venezuela. C'est pour ça qu'il joue. Il ne condamne pas, il s'oppose à l'entrée dans les BRICS, il joue quand même parce que surtout, c'est pas très content de lui. On voulait qu'il lance en guerre carrément avec Maduro et qu'il ne reconnaisse pas ce mandat. Bon, il a condamné, il n'a pas encore reconnu, mais il a laissé faire. On lui reproche ça. Mais ce conflit-là, il est là. Le problème, il est là. Maduro ne se casse pas. Maduro dit comme on va voir. Toi, le Brésil, bon, comme toi, ton économie, c'est assez structure. Moi, il fait que la base au Brésil est avec moi. Le peuple au Brésil comprend très bien la situation du Venezuela. Et la chance aujourd'hui, c'est que beaucoup de forces de gauche sont devenues au pouvoir en Amérique latine. Que ce soit en Colombie, que ce soit au Chili, etc. Sont devenus au pouvoir. Au Mexique, etc. Donc, ça change un peu la donne. Ça change la donne quand même. Un peu. Donc, on est à ce niveau. Donc, cette rivalité, elle a été comment dire ça? Elle a été accélérée par la trajectoire que l'impérialisme veut donner à ces deux économies. Le Brésil, vous voyez, Mercosur, les grands marchés que l'impérialisme américain crée en Amérique latine pour contrôler l'économie de ce point-là. Le Brésil trouve son intérêt. Des zones de libre-échange. Alors que vous voyez d'un côté, le processus bolivarien, c'est l'ALBA. C'est une alliance des peuples pour l'indépendance, vraie, pour une décolonisation radicale. Donc, c'est deux objectifs quasiment antagonistes. Voilà. Monsieur le Président, nous avons connu Simon Bolivar. Son grand rêve était de faire de l'Amérique latine un grand continent panaméricain, panamérisme, oui. Pour moi. Tout ça, ça va avec, même par l'africanisme, hein, c'est tout dans ce giron-là. Oui. C'est pas, parce que Simon Bolivar, n'oubliez pas, il a beaucoup, c'était toute son ouverture, et lui, c'était toute la révolution haïtienne, c'est une révolution quasiment bolivarienne. Elle a même d'ailleurs été bolivarienne. Voilà. Cette révolution. Monsieur le Président, mais notre inquiétude est, est-ce qu'un jour le Venezuela arrivera à se débarrasser de la domination, de l'influence impérialiste états-unienne? Vous, est-ce qu'on savait un jour que Chavez allait prendre le pouvoir au Venezuela? Est-ce qu'on savait quand même après lui, le processus bolivarien allait survivre? Je vois plutôt une renaissance. Le Venezuela va renaître de cette crise. La nouvelle alliance, la diversification des partenariats que le président Maduro est obligé de gérer, devrait en principe l'amener à
jeter les bases d'un renouveau économique du Venezuela, d'une renaissance du Venezuela. Et c'est à ce niveau tout à l'heure où je vous disais qu'il nous faut réfléchir. Et moi, si j'avais une demande à faire au président Maduro, c'est d'engager une véritable réflexion sur l'économie du pays. Le Venezuela ne peut pas continuer comme ça à être une économie qui dépend de la rente pétrolière. Non, non, ça ne peut pas tenir. On voit bien que ça ne tient pas. Parce que cet unijambisme économique, c'est la faiblesse du Venezuela. Il faut diversifier l'économie. Il faut développer d'autres filières économiques dans le pays. Arrêter de dépendre de la rente pétrolière. C'est-à-dire que ça, c'est inévitable. D'ailleurs, à l'époque, j'avais fait un article, il y a très longtemps, dans les années, je crois, entre 2000 et 2010. On avait demandé un article sur, quand je savais que c'était mort, on m'a dit de faire un article. Il est là, cet article est là, où j'avais déjà mis en garde. Moi-même, ça me surprend. J'avais mis en garde contre le risque là, de la dépendance à l'égard du pétrole et d'entrer dans une espèce d'étatisme économique fragile, n'ayant pas de bases solides ou totalement extraverti, puisque ça va dépendre des prix du pétrole. Donc, il y a ça. Donc, c'est un problème qu'il faut résoudre. Donc, l'avenir du Venezuela va dépendre de la capacité de processus bolivarien en cours au Venezuela de réinventer l'avenir économique du pays en se libérant de l'unijambisme économique et c'est de cette dépendance extrême à l'égard de la rente pétrolière, mais aussi sortir de la structure entière de l'économie, que vous ayez plusieurs, que le gaz comme ça, si c'est seulement sur le modèle rentier, les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Je ne veux pas éviter de parler de la corruption aussi qui travaille le pays. Il ne faut jamais relâcher la bagarre contre la corruption. Quel que soit le contexte, il faut être très, très, très ferme contre la corruption. Parce que ça discrédite l'État, ça discrédite la politique gouvernementale et le principal dirigeant du pays. Parce que quand les populations ne se reconnaissent plus à travers l'élite, vous risquez de valoriser la force et les ennemis vont retourner ça contre vous. C'est ce que les Occidentaux sont en train de faire contre le Venezuela. Donc, c'est à ce niveau qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Nous avons beaucoup d'espoir que ça va être fait. Mais en attendant, soutien total à Maduro et au Venezuela. Nous dénonçons avec toute la vigueur avec toutes nos forces le gringoïsme américain. Nous dénonçons M. Donald Trump et nous dénonçons le caractère sauvage et barbare des États-Unis et nous interpellons fortement les alliés du Venezuela à comprendre que leur crédibilité est en jeu. La crédibilité du monde multipolaire est en jeu dans le défi vénézuélien. Monsieur le Président, dans sa lettre adressée aux participants du 3e sommet Afrique-Amérique latine à Malabo le 22 février 2013, le président Hugo Chavez écrit, je cite, « Je le dis du plus profond de ma conscience, l'Amérique du Sud et l'Afrique sont un même peuple. On réussit seulement à comprendre la profondeur de la réalité sociale et politique de notre continent dans les entrailles de l'immense territoire africain où, j'en suis sûr, l'humanité a pris naissance. De lui proviennent les codes et les éléments qui composent le syncrétisme culturel, musical et religieux de notre Amérique, créant une unité non seulement raciale entre nos peuples, mais aussi spirituelle. Monsieur le Président, nos chefs d'État africains semblent considérer la relation avec le Venezuela ou alors avec l'Amérique latine plus largement comme étant un simple partenariat économique. Mais Hugo Chavez ou encore Simon Bolivar voyaient plutôt une grande révolution. Monsieur le Président, que pensez-vous de cet axe Amérique latine qui, ma foi, est vraiment réduit au sens économique? Moi je vais appeler ça l'inconscience géopolitique et géohistorique de nos dirigeants africains à l'égard de l'Amérique latine est la conséquence de leur dépendance géopolitique, politique, économique à l'égard de la France-Afrique et à l'égard de l'Occident. N'oubliez pas que pour nos dirigeants, l'Afrique se réveille, l'Afrique sort d'un sommeil géopolitique très profond.
Et il ne s'en remet qu'à la faveur du retour au premier plan du panafricanisme. Donc, l'horizon indépassable pour nos dirigeants était jusqu'alors l'Occident. Et comme l'Occident, il y avait une pax, espèce de pax romana. Romana. Bon, je le dis parce que un ordre romain, hein. Mais comme les Occidentaux disent qu'il descend de Rome, donc je peux le dire sans risque, de dire qu'on est là en Amérique latine, c'est la politique de big stick, la politique gringo, yankee des Occidentaux, bat son plein. Et on voit mal les dirigeants africains qui n'arrivent même pas, qui étaient même incapables, à qui il était interdit même de faire la géopolitique, à qui il était même interdit de faire la diplomatie, sans l'accord de la France. On les voit mal aller s'intéresser aux questions, entre guillemets, aussi lointaines. Mais on ne peut plus se permettre un tel luxe à l'heure actuelle. Ce serait de la folie. La globalisation, la globalisation des problèmes de l'humanité oblige les Africains à comprendre que nos premiers alliés, c'est l'Amérique latine. C'est l'Amérique latine. Parce que comme l'a rappelé Chavez, hein, la base civilisationnelle de l'Amérique latine est nègre. Elle est nègre. Le métissage est venu après. Les vestiges des civilisations passées, que ce soit Maya, toutes les civilisations passées en Amérique latine, fourmillent d'artefacts, fourmillent de témoignages à tout point de vue que on est en territoire africain, on est en territoire nègre. Donc ne serait-ce que pour ça, c'est une défaite, c'est une lâcheté, c'est une démission que de ne pas comprendre l'intérêt que représente pour nous l'Amérique latine et le projet bolivarien. Donc, il n'y a pas de panafricanisme sans rapport avec l'Amérique latine. C'est pas possible. Pas possible parce que si nous considérons Haïti et son indépendance comme étant un des moments fondateurs du combat panafricaniste, on ne peut pas oublier la consanguinité stratégique, idéologique et politique qui a lié Toussaint Louverture et ses compagnons à Simon Bolivar. Et aux indépendants d'Amérique latine, puisque Haïti a inspiré les indépendances d'Amérique latine, a fécondé cette indépendance-là. Donc, il est même indécent cette distance, je ne pourrais pas dire méprise, qu'ont les dirigeants africains à l'égard de ce qui se passe en Amérique latine en général, et particulièrement au Venezuela. Les contrats de la diplomatie ne peuvent plus expliquer ça. On est à l'ère de l'innovation diplomatique. On est à l'ère de l'innovation géopolitique. Le monde bouge. Nous devons saisir toutes les opportunités pour élargir nos horizons géopolitiques et renverser les dogmes qui jusqu'à présent, et renverser les barrières qui ont fermé notre horizon géopolitique. Et de ce point de vue, l'axe Afrique-Amérique latine est un cadeau de l'histoire. Mais encore que, il faut savoir le saisir. Il faut savoir saisir ce cadeau. Je pense que les nouvelles générations qui arrivent vont s'en occuper. C'est un devoir que nous avons, nous, en tant que panafricanistes, de nous appesantir sur l'opportunité que nous offre l'Amérique latine. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous allons essayer, Monsieur le Président, de faire un résumé succinct de la quintessence de cette émission. Monsieur le Président, dans l'entame, vous avez rappelé que le colon est travaillé par un démon, celui du vol, de la rapine qui le pousse à nier l'humanité du colonisé. Vous avez continué en tant que Cheikh Anta Diop que l'impérialiste est le chasseur de l'histoire. Avant de dévorer sa proie, il le tue de façon culturelle. Vous avez rappelé le meurtre culturel, le meurtre de l'humain qui se confond avec l'entreprise colonialiste. Sur la falsification de l'histoire et la négociation de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, vous avez toujours rappelé ça comme acte fondateur de la colonisation. Monsieur le Président, vous avez continué à rappeler l'essence. Nous sommes là dans l'essence de la civilisation occidentale. Vous avez rappelé que l'un de ces essences est la négation du créateur comme fondateur.
et que c'est un acte fondateur de la déperdition de l'humanité et de la globalité de la colonisation. Monsieur le Président, vous avez rappelé également que le stade suprême de cette globalisation, ce sont les forces financières qui vont dominer le monde. Monsieur le Président, sur Chavez, vous avez rappelé que sa révolution est un processus bolivarien. Vous avez rappelé que Simon Bolivar avait compris qu'il fallait panaméricaniser le combat. Et le combat et vous avez rappelé que son combat avait même une dimension holistique. Monsieur le Président, sur le parachèvement des décolonisations, vous avez rappelé les axes du combat de Simon Bolivar. Vous avez parlé du parachèvement, de la décolonisation, vous avez parlé de l'indépendance et de la panaméricanisation. Monsieur le Président, toujours sur Simon Bolivar et sur Chavez, vous avez parlé de la mondialisation qui n'est un autre nom de l'occidentalisation. Monsieur le Président, vous avez parlé sur l'économie vénézuélienne. Vous avez dit que cette économie est un héritage de l'impérialisme et que c'était une économie artificielle. D'où les problèmes dont ont été les actuels dirigeants du Venezuela. Monsieur le Président, vous avez rappelé la récupération et la tentative de récupération des gringos de leur héritage sur le plan économique et qu'ils veulent transférer les effets en cause. Monsieur le Président, vous avez posé une question. Par quelle magie une démocratie peut-elle tenir sans les moyens économiques de sa subsistance? Monsieur le Président, vous avez rappelé qu'il est bon de tenir devant une période de crise économique. Vous parlez là au peuple vénézuélien qu'il est bon de tenir devant une crise économique pour une perspective de souveraineté. Monsieur le Président, vous avez utilisé un concept. Vous avez parlé de l'oligarchie dictatoriale qui gouverne certains pays et la plupart de ces pays d'Amérique latine. Monsieur le Président, sur les États-Unis, vous avez commencé par parler de quelqu'un que vous aimez beaucoup, de John Bolton. Monsieur le Président, vous avez rappelé que c'était un moustachu néo-hitlérien et vous avez rappelé qu'il s'était approprié, pour lui comme pour lui, le fait de faire tomber et de faire chuter le régime vénézuélien. Pas seulement le régime vénézuélien, mais le régime nicaraguayen et d'autres pays. Monsieur le Président, vous avez rappelé que les rapports qu'ont les pays à ces pseudo-drogues ne sont pas les mêmes. Vous avez rappelé que certains pays ont un rapport culturel à la drogue, contrairement aux États-Unis qui ont un rapport géopolitique à la drogue et qui l'instrumentalisent. Monsieur le Président, sur la situation au Venezuela, vous avez rappelé qu'elle permettra de tester la solidité du monde multipolaire et qu'elle permettra de tester la solidité des alliances que nos États, nous pouvons tisser avec eux. Vous avez rappelé que les États-Unis ont pour profondeur stratégique et étatique les milices aux ordres de l'État profond, également des gangs. Vous avez parlé du principe de reflet, c'est-à-dire de ne pas critiquer les autres alors que soi-même, nous faisons la même chose. Monsieur le Président, vous avez parlé de Donald Trump. Vous avez rappelé que Donald Trump, à l'heure actuelle, est très nerveux et que son vrai esprit yankees est ressorti. Vous avez également parlé de son génocide en cours à Gaza. Vous avez rappelé qu'il n'a pas le droit de donner des leçons, il ne peut donner des leçons à personne tant qu'il n'a pas résolu ce génocide à Gaza. Et que c'est une négation de l'humanité et une négation de la vie humaine. Tout à fait. Monsieur le Président, sur la lutte vénézuélienne, vous avez rappelé que dans un monde globalisé, mondialisé, nous devons globaliser la lutte. Vous avez également rappelé la nervosité de Trump, que j'ai déjà cité, suite au déclin des USA, des États-Unis. Et vous avez rappelé que ça fait ressortir son esprit occidental, la sauvagerie, la barbarie, qui est l'essence de la civilisation occidentale. Vous avez également rappelé la destinée manifeste. Monsieur le Président, sur la rivalité vénézuélo-brésilienne, vous avez rappelé que Bolsonaro était un sous-yanquis piloté par le fou Trump. Vous avez rappelé que Lula est travaillé par une dichotomie entre sa base sociale, qui est pro-vénézuélienne, et la nature structurelle de son économie, qui est dominée par les banques, à savoir les Rothschild. Vous avez rappelé que ceux qui viennent au pouvoir doivent réfléchir à une vraie orientation économique. En référence, vous parlez là des processus révolutionnaires qu'on ne mange entre Français, en français facile, qu'on ne mange pas les idéaux. Monsieur le Président, que les idéaux doivent se traduire par une orientation économique véritable. Claire. Monsieur le Président, vous avez rappelé que l'esprit occidental punit toujours ceux qui l'affrontent et que c'est culturel, c'est civilisationnel, c'est totémique.
Sur le Brésil, vous avez rappelé le caractère faussement créolisé de ce pays pour nier sa nature profonde nègre. Vous avez rappelé que c'est une marque de fabrique. Vous avez terminé en disant qu'on a greffé l'Occident à l'intérieur du Brésil. Monsieur le Président, sur la crise vénézuélienne, toujours sur la crise vénézuélienne, vous avez parlé d'une renaissance, qu'il faut une renaissance de l'économie vénézuélienne qui doit s'articuler et que Maduro doit engager un véritable processus de diversification économique et que c'est la demande que vous lui faites. Monsieur le Président, vous avez dit que vous avez déjà anticipé par la publication d'un article dans les années 2000 à la suite de la mort de Chavez et que vous mettiez déjà en garde le Venezuela contre l'unijambisme économique et l'unijambisme des matières dont l'économie était fondée sur une seule matière de rente. Vous avez également demandé à Nicolas Maduro de ne pas lâcher sur le combat contre la corruption parce que ça discrédite l'État et ça discrédite l'imaginaire des populations à l'encontre de cet État. Sur la relation panaméricaine, africaine, panafricaniste, vous avez rappelé que c'est même d'ailleurs la continuité de ce combat. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'inconscience politique et géopolitique des dirigeants à l'égard de l'Amérique latine et qui a pour conséquence son emprise dans les griffes de la France-Afrique. Monsieur le Président, vous avez rappelé que la base civilisationnelle, culturelle de l'Amérique latine est nègre et qu'il n'y aura pas de panafricanisme sans l'Amérique latine. Monsieur le Président, nous étions là pour une tectonique géopolitique consacrée au Venezuela. Merci, Monsieur le Président. Merci à Madame Yepmo. À très bientôt. Merci à nos invités. Excellent résumé. Félicitations. Merci, Monsieur le Président. À très bientôt. À très bientôt.